Le groupe État islamique frappé par les États-Unis en Afghanistan. Ce jeudi, Washington a largué 11 tonnes de TNT sur des grottes dans l'est du pays. Jamais une bombe non nucléaire aussi puissante n'avait été utilisée en combat par les Américains. Pour Bachar al-Assad, l'attaque chimique présumée de Khan Cheikhoun le 4 avril dernier est une fabrication de l'Occident. Le président syrien accuse les États-Unis d'avoir, je cite, monté cette histoire pour servir de prétexte à ses frappes en Syrie. Nous parlerons également cinéma à la fin de cette édition. Thierry Frémaux a dévoilé la sélection officielle du 70e Festival de Cannes. 18 films sont en compétition cette année. Michael Haneke, Sofia Coppola ou encore François Ozon. Ces grands réalisateurs seront tous là sur la croisette cette année. Voilà pour les titres, bonjour et bienvenue sur France 24. Les États-Unis sont donc passés à la vitesse supérieure dans la lutte contre le groupe État islamique. Ce jeudi, Washington a largué sur des positions djihadistes en Afghanistan la plus puissante bombe non nucléaire jamais utilisée. Elle est surnommée la mère de toutes les bombes. 11 tonnes de TNT qui visaient une série de grottes dans la province de Nangarhar, dans l'est du pays. C'est là qu'un soldat américain avait trouvé la mort le week-end dernier lors d'une opération contre les djihadistes. On écoute le président américain Donald Trump. Nous sommes vraiment fiers de notre armée et de ce nouveau succès. Nous avons la meilleure armée du monde et elle a fait son travail comme d'habitude. Nous avons donné aux militaires l'autorisation d'intervenir. C'est ce qu'ils font et c'est pour cela qu'ils réussissent aussi bien. Le largage de cette bombe est-elle pour autant un tournant dans la politique internationale de Donald Trump? Élément de réponse avec notre correspondant à Washington, Gallagher Fenwick. C'est difficile d'affirmer qu'il y a effectivement un changement de stratégie, tant les déclarations du candidat Trump, mais aussi du président Trump sur le dossier afghan étaient vagues pour le moment. En revanche, on risque très prochainement d'avoir des clarifications avec le déplacement, notamment d'une délégation de très haut niveau, délégation américaine. Ce sera la première pour cette administration qui va se rendre à Kaboul. Il y aura notamment le général McMaster, qui est le nouveau conseiller à la sécurité nationale du président et qui donc très probablement va clarifier les intentions de cette administration sur un dossier. Rappelons tout de même que le candidat Trump a fait campagne sur des thématiques plutôt isolationnistes, non interventionnistes. Donc y a-t-il du côté de cette administration la tentation de déployer davantage d'hommes en uniforme? On sait que c'est ce que demandent les généraux américains en Afghanistan. Pas sûr pour autant que le président réponde ou cède plutôt à cette demande de la part des généraux, même si encore une fois l'utilisation de cette bombe, aussi impressionnante soit-elle, ne marque pas forcément un pas dans cette direction de la part de cette administration. Bachar al-Assad a lui décidé de sortir de son silence pour la première fois depuis le tir de 59 missiles sur la base aérienne syrienne d'Al-Sherat. Dans une interview exclusive accordée à l'AFP, le président syrien affirme ne détenir aucune arme chimique et dénonce une manipulation des États-Unis. Charlotte Prudhomme. Pointé du doigt, le président syrien nie toute participation à l'attaque qui a fait 87 morts à Khan Cheikhoun dans le nord-ouest de la Syrie mardi dernier. Aucun ordre n'a été donné de déclencher une attaque. Et d'ailleurs, nous ne possédons pas d'armes chimiques. Nous avons renoncé à notre arsenal depuis plusieurs années. Et même si nous possédions de telles armes, nous ne les aurions jamais utilisées. Tout au long de notre histoire, nous n'avons jamais utilisé notre arsenal chimique. Depuis 2013, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a mis en cause 2 fois le régime de Damas dans des attaques contre des localités rebelles. Bachar al-Assad accuse l'Occident et le groupe djihadiste Al-Qaïda d'avoir fabriqué à 100% cette affaire pour nuire à son gouvernement. Pour lui, l'attaque chimique n'est pas prouvée et la réponse des États-Unis est une histoire montée de toutes pièces. Notre impression, c'est que l'Occident, et les États-Unis principalement, sont les complices des terroristes. Ils ont monté toute cette histoire pour s'en servir de prétexte pour nous attaquer. L'attaque n'a pas eu lieu à cause de ce qui s'est passé à Khan Cheikhoun. Nous sommes devant un seul et même événement. La première étape, c'était le spectacle auquel nous avons assisté sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision, la propagande. La seconde étape, c'était l'agression militaire. Damas a déclaré être pour l'ouverture d'une enquête internationale et impartiale aux côtés de son allié russe. L'alliance hypothétique qu'avait envisagée le président syrien avec Washington pendant la campagne américaine a fait long feu. Et les États-Unis ont réagi à cette interview. Selon Washington, l'attaque chimique présumée de Khan Cheikhoun est, je cite, un crime de guerre dont le responsable est bien le régime de Bachar al-Assad. Un président syrien accusé de, je cite, donner de fausses informations et de semer la confusion.
Après avoir reçu Rex Tillerson mercredi, Sergueï Lavrov s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue syrien, Walid Mualem. Si peu d'informations ont filtré, à Moscou, les deux hommes sont au moins tombés d'accord sur un point. L'attitude de Washington n'est en rien une sortie de crise en Syrie. On écoute les ministres russes et syriens des Affaires étrangères. Je ne peux m'empêcher encore une fois de souligner la nature extrêmement provocatrice de la frappe aérienne menée par les États-Unis sur la base militaire syrienne. Nous avons remarqué que depuis le début de l'administration Trump, le rôle des États-Unis dans les négociations à Astana et Genève a été réduit. Cela montre qu'ils ne veulent pas que ces négociations de paix aboutissent. La Russie, pointée du doigt par la Cour européenne des droits de l'homme, est même condamnée pour sa gestion de la prise d'otage de Beslan en 2004. Avec plus de 300 morts, c'est la plus meurtrière de l'histoire. La Cour reproche à Moscou la réaction disproportionnée de ses forces de sécurité, une décision inacceptable pour le Kremlin. En Russie, la rentrée des classes est un jour de fête. Les élèves sont accompagnés par leurs parents et leurs familles. Le 1er septembre 2004 au matin, l'école numéro 1 de Beslan en Ossétie du Nord est donc noire de monde quand une trentaine de boyoveki, des combattants tchétchènes, font irruption. Les rebelles demandent à Moscou de se retirer de Tchétchénie. Ils piègent le gymnase avec des explosifs, retiennent 1200 personnes en otage, en exécutent certaines. Le siège va durer 3 jours. Après de vaines négociations, les autorités russes décident de mener l'assaut. Un carnage. On compte 330 civils tués, plus de 700 blessés et 12 soldats morts. L'opération a donné lieu à une enquête russe qui a conclu qu'il n'y avait aucun lien entre les actions des forces de l'ordre et, je cite, les issues négatives de l'assaut. Mais 409 citoyens russes, dont certains furent pris en otage et blessés, ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme et celle-ci a rendu son jugement. Elle condamne Moscou à leur verser 3 millions d'euros. Selon la CEDH, la Russie aurait pu prévenir l'attaque et a fait preuve de graves défaillances. Les autorités russes disposaient au moins quelques jours avant les faits d'informations précises sur un projet d'attaque terroriste dans la région lié à la rentrée scolaire. Mais ni l'administration de l'école ni le public n'ont été avertis de la menace. La Cour note aussi que si l'utilisation de la force létale était justifiée pendant l'assaut, un usage aussi massif d'explosifs et d'armes frappant sans discernement ne peut être considéré comme absolument nécessaire. Le Kremlin a réagi en dénonçant des formulations inadmissibles. Moscou a 3 mois pour demander un renvoi devant la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ce dimanche que les Turcs se rendent aux urnes à l'occasion du référendum constitutionnel de Recep Tayyip Erdogan. Ils doivent se prononcer pour ou contre l'élargissement des pouvoirs du président turc. Selon 2 sondages publiés ce jeudi, c'est le oui qui l'emporterait d'une courte tête. Malgré les pressions, ces partisans du non font toujours campagne. Non à une hyper-présidence, non à une dérive autoritaire. On a travaillé jusqu'au bout. Ça fait 38 jours qu'on est ici et qu'on fait campagne sans répit. On assiste à un mouvement très fort. Je suis sûre que les bulletins non vont faire exploser les urnes. Il est hors de question que nous confions notre République à un seul homme. Cet homme, c'est Recep Tayyip Erdogan. Au pouvoir avec son parti, l'AKP depuis 2002, le président veut modifier la constitution de la Turquie. Parmi les propositions phares, il n'y aura plus de Premier ministre, le président pourra nommer et révoquer seul ses ministres, le Parlement n'aura plus le droit de censure du gouvernement, le chef d'État aura la main mise sur le pouvoir judiciaire, nommera le haut commandement militaire et pourra se représenter pour 2 nouveaux quinquennats successifs. Si certains craignent des abus de pouvoir, d'autres ne voient pas d'alternative. On entend les arguments du non, mais on a vécu une tentative de putsch. Pour cette raison, je vais voter oui. Pour le moment, le oui et le non restent au coude à coude dans les sondages. Et à l'approche de ce référendum décisif, des journalistes de notre rédaction Internet se sont rendus en Turquie. Ils y ont rencontré 4 citoyens dont la vie a été bouleversée par les purges lancées dans leur pays après le putsch raté du 15 juillet dernier. Des témoignages exceptionnels à découvrir sur france24.com.
Dans le reste de l'actualité, il y avait du football avec les quarts de finale aller de la Ligue Europa. Lyon a battu à domicile le Beşiktaş Istanbul 2-1. Mais ce qui a marqué les esprits, ce sont les heurts qui ont précédé le match entre supporters lyonnais et stambouliotes. La pelouse du Parc OL a ensuite été envahie à la suite de nouveaux débordements. Une soirée de football perturbée 2 jours après les événements de Dortmund. Outre-Rhin, les autorités allemandes ont déclaré qu'aucun élément ne permettait d'incriminer le principal suspect, Ludovic de Foucauld. Ce jeudi matin, sur les lieux de l'attaque, non loin de l'hôtel L'Arrivée, où séjournaient les joueurs du Borussia Dortmund avant de se rendre au stade. Les traces des explosions de mardi soir sont encore visibles. C'est ici, au passage du car qui transportait l'équipe, que 3 engins explosifs ont été activés. Des bombes qui contenaient des morceaux de métal, dont certains se sont fichés dans les appuis-têtes des sièges du bus, dans ce mur de bois, ou même jusqu'aux fenêtres de cette maison voisine. D'après la police, les détonations avaient une portée de 100 mètres. L'enquête, elle, continue. Le parquet allemand a annoncé avoir demandé un mandat d'arrêt contre le jeune homme arrêté mercredi, un suspect qui s'avère être un Irakien de 26 ans arrivé en Allemagne début 2016, après être passé par la Turquie. Le jeune homme avait rejoint les rangs du groupe État islamique en Irak fin 2014, où il s'était hissé à la tête d'un commando d'une dizaine de membres spécialisés dans le kidnapping, le trafic, l'extorsion et le meurtre. En Allemagne, il est resté en contact avec l'organisation terroriste. Selon le parquet, il n'existe cependant aucune preuve que l'homme a lui-même pris part à l'attaque. Le premier tour de l'élection présidentielle française, c'est désormais dans 9 jours. La nuit dernière, le quartier général de Marine Le Pen a été visé par une tentative d'incendie. Maryse Burgot. Un tag de signature faisant référence au Front National. La cible était donc bien le QG de campagne de Marine Le Pen. Les auteurs n'ont pas pu accéder aux locaux situés dans les étages. Cette compagnie d'assurance en a fait les frais. Marine Le Pen désigne les responsables. Je suppose qu'il s'agit là d'un acte probablement d'un groupuscule d'extrême gauche. Ces groupuscules se sentent en toute impunité. Et encore une fois, je ne suis pas étonné puisque le gouvernement de François Hollande les laisse faire depuis des mois. Agacé par ces accusations, le ministre de l'Intérieur réplique. Ce sont des actes inacceptables. Nous sommes en lien avec les équipes de la candidate du Front National dès hier soir et nous verrons s'il y a lieu, le cas échéant, en lien avec eux, de renforcer les dispositifs de sécurité. Les enquêteurs privilégient la piste criminelle. Un groupe voulant combattre la xénophobie a d'ailleurs revendiqué cette tentative d'incendie. Du cinéma, pour refermer ce journal, le 17 mai prochain s'ouvrira le 70e Festival de Cannes. La sélection officielle a été dévoilée ce jeudi. Cette année, 18 films sont en lice pour décrocher la si convoitée Palme d'Or, dont 4 films français. Axel Simon. Sous l'affiche officielle représentant Claudia Cardinal virevoltant sur les toits de Rome, les organisateurs du 70e Festival de Cannes mettent fin au suspense et dévoilent un à un les films en compétition. Sur les 18 longs métrages en lice pour la Palme d'Or, 4 au total sont signés de réalisateurs français, dont notamment L'Amant double de François Ozon, qui n'est pas venu, s'il fait un film par an, comme quelques autres, il n'est pas venu si souvent en compétition. Il faudra aussi compter avec la comédie Le Redoutable de Michel Hazanavicius sur Jean-Luc Godard. Je suis sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait. Ou encore Le Rodin de Jacques Doyon avec Vincent Lindon dans le rôle du célèbre sculpteur, célébré cette année pour le centenaire de sa mort. Des grands noms du cinéma étranger fouleront aussi le tapis rouge, la japonaise Naomi Kawase ou l'autrichien Michael Haneke qui revient après déjà 2 palmes d'or. Happy End évoque une famille bourgeoise du nord de la France vivant à côté de camps de migrants. 4 films américains seront aussi en lice, dont Les Proies, signé d'une réalisatrice très attendue. Sofia Coppola revient également après Le Certain Regard en compétition avec Nicole Kidman, Elle Fanning, Kirsten Dunst et toute une série de jeunes actrices qui entourent Colin Farrell. Rendez-vous est donc pris à Cannes du 17 au 28 mai avec un jury présidé par l'Espagnol Pedro Almodóvar. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.